Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. Nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial de Génération Justice avec, à nos côtés, l'ancien magistrat et l'ancien avocat Albert Lévy, connu pour son éthique et aussi pour un parcours de vie aussi riche qu'avec des épreuves qu'il a traversées. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir aujourd'hui faire son portrait, mieux le connaître et puis qu'il nous décrive un peu son parcours. Alors Albert Lévy, merci beaucoup d'être parmi nous. Et cette première question est une question presque rituelle dans notre podcast. Est-ce que être magistrat a été une vocation pour vous ? J'avoue que j'ai emprunté le chemin de la magistrature par de nombreux détours. Et l'un des détours le plus important, le plus prégnant pour moi, ce fut celui du barreau. J'ai été avocat au barreau de Marseille pendant 11 années et ce parcours-là a été particulièrement enrichissant pour moi sur le plan personnel et sur le plan professionnel, par les rencontres que j'ai pu faire avec les confrères, les rencontres que j'ai pu faire avec les justiciables et à un moment donné de ma vie, j'avais besoin de cette relation privilégiée avec les gens, avec les personnes. Je partais du principe que la vérité était quelque chose, une denrée particulièrement sensible et difficile d'appréhender. Je pense que lorsque l'on est avocat ou magistrat, on doit appréhender la vérité par le prisme de cette confrontation d'humilité entre, d'une part, les certitudes que l'on peut avoir sur les faits commis, délictueux par exemple, et les doutes dont on doit être nécessairement empreint. Et c'est cela la vérité, en tout cas la vérité judiciaire. Et j'ai toujours été passionné par cette vérité-là, ce côté à la fois obscur et lumineux de la vérité. Et c'est ce qui a toujours conduit, si vous voulez, mon parcours d'avocat et de magistrat. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de la profession d'avocat à celle de magistrat ? Je pense que c'était un peu... Vous savez, en Belgique, par exemple, personne ne devient magistrat s'il n'a pas été avocat avant. Et je crois que l'avocature est une expérience indispensable, une expérience de vie indispensable pour pouvoir être amené quand même à ce privilège terrifiant que de pouvoir juger les autres. Je pense qu'avant de pouvoir juger les autres, il faut un tout petit peu avoir eu ce vécu de se juger un peu soi-même, si je puis dire, avec ses contradictions, peut-être quelques qualités, beaucoup de défauts. Et ça permet à un juge de juger, de pouvoir juger les autres, c'est-à-dire avoir beaucoup d'humilité pour le faire. Et
la magistrature en fin de carrière, pendant les 10 dernières années de ma carrière, m'a permis d'être confronté à la délinquance organisée, terrifiante souvent, avec des règlements de compte, des crimes organisés, la traite des êtres humains. Et tout cela m'a appris, tout mon parcours m'a appris qu'on ne pouvait pas agir dans cette voie-là, c'est-à-dire dans la recherche de la délinquance et dans l'identification de la délinquance organisée, sans avoir le respect essentiel, c'est peut-être surprenant ce que je vous dis, le respect essentiel de ceux que vous allez retrouver en face de vous. Est-ce que vous pouvez un peu préciser votre pensée? Vous parlez de cette notion de respect de l'autre qu'on a en face de soi, et puis d'humilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler de manière un peu plus en profondeur? Très simplement, le juge est parmi les fonctionnaires, les agents d'État en France qui a le plus de pouvoir. Vous avez le pouvoir de contraindre les personnes, de restreindre leur liberté. Et j'ai toujours été guidé par cette notion constitutionnelle de la fonction de magistrat. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 64 de la Constitution du mois d'octobre 58 qui nous impose, nous magistrats, de préserver les libertés dans ce pays. Et c'est une notion qui échappe non seulement à ceux que l'on juge, qui ne le savent pas souvent, mais souvent à ceux qui jugent et qui l'oublient. Et j'en veux pour preuve, est-ce une preuve? Ce qui s'est passé dernièrement à Aix-en-Provence. Cet avocat qui souhaitait la semaine dernière obtenir le report de son audience correctionnelle dans un dossier particulièrement important puisqu'il s'agissait, si mes souvenirs sont bons, d'un dossier de trafic de stupéfiants avec beaucoup de prévenus. Mais le client de cet avocat avait le Covid. Et donc, légitimement, à mon avis, alors peut-être que je me trompe, légitimement, cet avocat a sollicité du président du tribunal d'audience correctionnelle le report, ce qui lui a été refusé. Et ce qui était assez paradoxal, et c'est le paradoxe de tous les jours dans la justice, c'est que le président qui refusait le report de cette affaire, en tout cas la disjonction, en tout cas du cas de cet avocat, refusait également de voir ce justiciable se présenter à l'audience parce qu'il avait le Covid. Vous voyez un peu le paradoxe que générait cette affaire. Ne pas perdre de vue qu'il y a la procédure, il y a le droit et il y a l'aspect humain des choses. C'est ça l'humilité dont doivent être empreints les juges. Ne pas être pétri constamment de certitude, cette certitude que vous donne le droit de faire et de défaire. Et qui parfois peut être dangereuse parce que justement, nous en psychologie, on parle beaucoup des biais cognitifs que l'on peut avoir, Oui. des problématiques aussi dans parfois des stéréotypes que l'on a et qu'on ne sait même pas que l'on a quand on juge l'autre. Et nous avons récemment réalisé un entretien avec Maître Karim Moran-Laouzi qui parlait justement d'une audience dans le grand banditisme et qui faisait référence à un juge qui avait parlé avec beaucoup de respect à tous les prévenus qui faisaient du grand banditisme et ces prévenus qui ont finalement été condamnés ont remercié le juge pour cet humanisme, pour cette humanité dans la parole. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on remarque à ce point
l'humanisme, quand il est présent dans ces salles d'audience, ne montre pas qu'il y a peut-être une problématique de déshumanisation dans notre justice d'aujourd'hui? Oui, la justice se déshumanise depuis plusieurs années. La justice, si vous me passez ce néologisme, s'algorithmise. La justice se virtualise de plus en plus, et j'en veux pour preuve déjà dans le droit fil de cette déshumanisation, la suppression faite par la ministre de la Justice Belloubet, la suppression du juge d'instance. Le juge d'instance qui était par excellence le juge, j'allais dire, je le dis, le juge du peuple, le juge de ceux qui souffrent, le juge de ceux qui ont besoin d'être entendus, écoutés, lorsque ils ne payent pas leur loyer, leurs créances, lorsqu'ils ne parviennent plus à faire le lien entre leur profession et leurs enfants parce que ils n'ont pas de toit où dormir, où les loger. Voilà. Je suis un de ceux qui pensent que l'état de nécessité dans lequel se trouvent les gens aujourd'hui n'est pas suffisamment exploité, judiciairement parlant. J'ai, il y a peu de temps, écrit une tribune sur l'infraction nécessaire. Cette infraction nécessaire, c'est celle qui est commise par tant de gens, en France en tout cas, pour se nourrir, pour se loger, pour survivre, et qui ne peuvent pas faire autrement que de commettre une infraction pour nourrir leurs enfants, de voler, d'entrer par effraction dans des habitations non habitées pour pouvoir se protéger du froid, ou dans des voitures pour y dormir et passer la nuit. Et c'est le courant de milliers de personnes, pour ne pas dire de millions de personnes en France, quand on sait que le seuil de pauvreté atteint 10 millions de personnes ici, dans ce pays. Et c'est ça que la justice déshumanisée dont vous parlez, virtualisée, algorithmée, qui s'éloigne du justiciable, ne pourra plus rendre. C'est cette justice-là. Si tant est que les juges aient l'intention d'appliquer l'état de nécessité, qui est une règle de droit, initiée en 1898 par le bon juge Magniot et qui a été reprise ensuite dans les années 80, 70 ou 80 par le Code pénal. Mais cette règle n'est jamais utilisée, malheureusement, ou très peu. Est-ce que vous, Albert Lévy, aujourd'hui, vous pourriez dire que vous avez confiance en notre système judiciaire? J'ai confiance aux hommes et aux femmes, bien entendu, qui rendent, si tant est qu'on les rende libres de cette hiérarchie pesante, cette dépendance pesante qui existe entre le juge, et pas seulement le juge du parquet, mais également le juge du siège, face au pouvoir. Cette indépendance-là n'existe pas. Soit elle n'existe pas sur le papier, sur le statut, soit elle n'existe pas dans la conscience de beaucoup de juges. Il y en a, mais cette indépendance est réduite. Elle est réduite. L'indépendance
ne veut pas dire faire ce que bon vous semble. L'indépendance doit s'inscrire dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir la préservation des libertés. C'est la première vocation du juge, et cela on ne le dit pas suffisamment. La première indépendance, c'est la faculté qu'ont les juges de faire respecter la liberté de ceux qui doivent être jugés. Je crains, vous me demandiez si j'avais confiance encore. Comment voulez-vous avoir confiance? Comment voulez-vous avoir confiance quand on voit tout ce qui se prépare et comment dirais-je, se phagocyte la justice avec la loi sur le séparatisme, la loi sur la sécurité globale, ces drones qui planent, qui se vont planer au-dessus de nos têtes, cette surveillance généralisée dont les gens vont être l'objet, ce recours de moins en moins prégnant des gens avec leur justice, avec leurs juges, qui ne vont être jugés que par des algorithmes que on va faire entrer en boîte, si je puis employer cette expression, le sujet d'une faute, d'un délit, et c'est la boîte qui va répondre en fonction d'un certain nombre de données. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Parfois, même pour nos générations à nous, on peut avoir l'impression que ce soit cette question d'algorithme, que ce soit un juge qui va nous faire face, c'est un peu comme s'il y avait une séparation entre les justiciables et les juges qui sont aussi des citoyens. Au lieu d'y voir une égalité et une construction, quand on dialogue avec nos générations, on peut avoir l'impression que plus personne n'a confiance ni en la justice, ni en ses juges, avec une impression aussi que selon qui l'on est, on n'a pas la même possibilité dans la justice. Et puis on en revient à la phrase de Élise Arfi, l'avocate qui me parle, qui est qu'on est devenu aujourd'hui un peu dans une idée de chacun sa chance, chacun son juge, dans le sens où il y a de l'aléatoire, et puis parfois il y a effectivement, moi j'appelle ça des stéréotypes ou des biais, mais il y a parfois aussi beaucoup de politisation dans notre justice. Tout d'abord, je fais un petit saut en arrière. J'ai été 3 années durant président d'un tribunal d'instance, juge d'instance. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai pu mettre en perspective tout ce que j'avais su de ce qui frappait en termes de malheur les gens. Et j'avais compris déjà qu'on n'est pas propriétaire ni du justiciable ni de son dossier. Et j'ai le souvenir que lorsque je démarrais mes audiences d'instance, où il y avait quelquefois 100 ou 200 personnes dans la salle d'audience, on avait 100 ou 150 dossiers à pas juger tous, mais en tout cas à évoquer, les gens étaient terrorisés. Et j'avais mal pour eux. Et la première chose que je leur disais, c'était ceci. Dans toutes mes audiences d'instance, et même dans mes audiences correctionnelles, d'ailleurs, que je présidais, que j'ai présidé, la salle d'audience, ce n'est pas ma salle d'audience. Elle est dans un palais de justice. Ce n'est pas mon palais de justice. C'est votre palais parce que c'est votre maison de justice. Parlez-moi sans crainte. Dites
tout ce que vous avez à me dire, je vous écouterai. C'étaient les premiers mots que je prononçais pendant ces 3 années d'audience civile ou de police que je présidais lorsque j'étais juge d'instance à Vienne, dans l'Isère. Et donc, ça vous montre à quel point, lorsque ces gens arrivent apeurés, pour ne pas dire terrorisés, soit on s'en fiche complètement et on se dit, c'est moi le maître, c'est moi qui pose les questions. Combien de fois l'ai-je entendu, cela, de la bouche d'un président? C'est moi qui pose les questions et vous y répondez que lorsque je vous ai posé les questions. L'humilité dont on parlait tout à l'heure, la modestie, on est investi par la connaissance du droit. Mais ce n'est qu'un dixième de ce que représente notre fonction. Bien que le droit a une importance capitale dans ce que nous faisons, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ce n'est qu'un dixième de ce que nous représentons, de ce que nous devons représenter pour les justiciables. Déjà leur enlever la crainte. Lorsqu'ils rentrent dans un palais de justice, alors vous vous rendez compte maintenant, aujourd'hui, sous les portiques, fouillés, questionnés, c'est pas simple déjà pour entrer dans un palais de justice. En cette période d'attentats, de terrorisme, de pandémie, ce n'était pas simple hier. Et je réponds aussi à votre question en vous disant cela ce soir, aujourd'hui. C'est encore moins simple aujourd'hui que d'aller en justice, d'accéder à sa justice. L'accès au droit, l'accès à la justice est réduit à peau de chagrin aujourd'hui. Et il faut faire des efforts. Et les premiers efforts doivent être faits, accomplis par les juges et les avocats aussi. Et est-ce que sur votre chemin, vous avez croisé beaucoup de juges qui ont cette même humanité, cette même éthique qu'on sent en vous? Oui, bien sûr. Heureusement, je ne suis pas un être jeté du ciel. On est plein comme ça. Alors, bien entendu, il ne faut pas que je vous cache une chose, c'est que je suis au syndicat de la magistrature. Alors, bien entendu, ça ne plaît pas à beaucoup, hein. Alors, il y en a beaucoup de gens comme cela qui sont humbles face à la chose judiciaire. Il y en a beaucoup au syndicat de la magistrature, il y en a ailleurs, il y en a beaucoup ailleurs. Mais ça aide quand même. Mais vous savez, Albert Lévy, même au-delà de toutes ces questions, voilà, de comment est-ce que ça peut être traité, ces sujets de justice dans les médias et dans ceux qui veulent créer le buzz, c'est quand même rare aujourd'hui, et j'en reviens peut-être à ma génération, d'entendre un discours d'un juge qui parle avec autant d'égalité entre lui et celui qu'il va juger. Et je parle souvent de la thèse de Boris Cyrulnik, le psychiatre, qui parle de la notion de résilience. Là, on parle de la délinquance, par exemple, tous ces jeunes qui vont passer par le deal ou par certains méfaits parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se construire et qu'en fait, aucune porte leur est ouverte. Et ces hypothèses-là, quand on a un dossier, un numéro, qu'on juge aussi dans une justice effectivement qui manque de moyens, moi, j'ai l'impression, en tant que psychologue, que parfois on passe complètement à côté de l'histoire d'un sujet, qu'on n'a plus qu'accès à son dossier, mais qu'en plus de ça, il manque le côté humain de pouvoir s'adresser à l'autre, yeux dans les yeux, droit dans les yeux. Et c'est pour ça que c'est marquant pour moi que vous parliez comme ça, et que j'espère que beaucoup de jeunes et moins jeunes, que les gens vont vous entendre, parce que ça redonne confiance finalement dans ces hommes qui sont la justice, et puis notre société qui doit se fonder sur la justice. Alors vous, dans votre parcours, il y a quelque chose de marquant. Vous avez aussi vécu l'injustice avec une cabale j'appelle ça une cabale, on peut appeler ça autrement. Bon, moi, j'appellerais ça une cabale qui a été créée contre vous. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus?
J'essaie d'oublier tout cela depuis une vingtaine d'années. C'était une époque où j'étais substitut du procureur chargé du banditisme à Toulon. Et la première chose que l'on ressent lorsqu'on est au parquet, c'est l'instrumentalisation dont les magistrats du parquet peuvent être l'objet. Soit on laisse, soit on ne laisse pas faire. Et j'ai refusé de laisser faire. J'ai refusé de laisser faire pour éviter que ceux qui rencontrent la délinquance sans véritablement la chercher soient punis et que les nantis du crime ne le soient pas. Et ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que vous pouvez déférer tous les voleurs à l'étalage que vous voulez, encore que maintenant on évite de les déférer, mais on les poursuit quand même lorsqu'ils sont en état de nécessité. Mais on n'acceptera pas de vous, lorsque vous êtes au parquet, que vous défériez, que vous mettiez en garde à vue des personnes qui ont une certaine notabilité. Immédiatement, ce sont des affaires signalées. Et au hasard d'une affaire qui était sensible, j'ai choisi ce jour-là de prendre un ou deux OPJ auxquels j'avais confiance et j'ai fait sortir cette affaire. Et mal m'en a pris, je ne regrette rien. Un parti d'extrême droite s'en est pris à moi, a déposé plainte, et comme un seul homme, ma hiérarchie judiciaire a monté un dossier contre moi avec les renseignements généraux à Paris, avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, un dossier de violation de secret de l'instruction. Vous vous rendez compte? Un dossier de violation de secret de l'instruction. Mon PV, mon procès-verbal d'audition, qui révélait les faits délictueux mettant en cause l'extrême droite à l'époque, se retrouve dans les colonnes d'un hebdomadaire, mon PV. Et puis voilà, mise en examen, d'abord garde à vue, interpellation chez moi avec mes enfants un dimanche, avec mes enfants dans les bras, une dizaine de gendarmes en civil qui m'interpellent, qui me mettent à l'arrière d'un véhicule et qui me conduisent au palais de justice pour être mis en examen, menacé de détention provisoire, à une condition de transformer cette détention provisoire en contrôle judiciaire si j'admettais que j'étais fou et que je voyais des fascistes partout. Nous étions à Toulon à l'époque de l'extrême droite. Inutile de vous faire un dessin. Bien entendu, je n'ai pas avoué ni voir de fascistes partout, ni ne pas en voir. Mais toujours est-il, c'est que la machine judiciaire a duré 10 ans comme cela. Et je fus sauvé par un ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, qui m'a exfiltré de Toulon. Et j'ai fini presque ma carrière à Lyon dans un placard doré pendant quelques années au parquet où je n'avais rien d'autre à faire que de parler de tableaux d'art et avec mon procureur qui était un fin connaisseur
Et je n'ai rien fait pendant pratiquement 10 ans jusqu'à ce que je sois reconnu innocent de ces faits. Et ça a dû être extrêmement traumatisant pour vous ces 10 années. Et c'est marquant, encore aujourd'hui quand je vous en parle. Voilà. Comment vous avez réussi à résister à cette injustice, mais aussi à cet harcèlement judiciaire? Vous parliez de vous, vos enfants dans les bras et puis des gendarmes qui débarquent chez vous. Comment vous avez réussi à faire face et à survivre à une telle épreuve? En étant persuadé que je n'avais pas œuvré au mépris de l'intérêt de la loi, que je n'avais fait que mon travail. Et est-ce que vous qui avez rendu justice, qui avez œuvré pour la justice et qui êtes un homme juste, est-ce que vous voyez un sens au fait que vous avez été confronté finalement sur votre parcours de vie à la pire des injustices? Je ne sais pas si je suis un homme juste. J'essaie de m'approcher de cette justesse-là. J'ai des défauts et des qualités vraisemblablement, mais j'ai des défauts aussi. Mais j'essaie de remédier à tout cela. Vous savez, dans chaque personnage, chaque personnalité, il y a des coins d'ombre, il y a des coins de lumière, et j'essaie de faire en sorte que la lumière soit toujours là où il faut qu'elle soit, et de ne pas sombrer. C'est facile de sombrer, vous savez, c'est plus facile de sombrer dans l'instrumentalisation même intelligente dont un juge peut faire l'objet, que de sombrer, c'est une facilité, que de sombrer dans cette volonté de dire que on ne doit pas, on doit préserver ceux qui doivent l'être et qui méritent de l'être. Je vous parlais tout à l'heure de l'état de nécessité. Et je me suis fait de cela un étendard durant toute ma vie, puisque j'ai été amené, en particulier à Lyon, à requérir au parquet l'état de nécessité d'une jeune femme, mère de 5 enfants, qui avait volé le 23 décembre un caddie entier de victuailles pour permettre à ses enfants de passer le Noël. Et j'avais dit, il n'y a pas d'infraction. Ou plus précisément, s'il y a une infraction, elle est nécessaire à la survie de cette femme dans une société qui ne met pas les moyens qu'elle a afin d'offrir à cette femme et ses enfants un Noël digne de son. Voilà, c'est pas plus simple, mais c'est pas la facilité non plus. C'est compliqué, hein, n'est-ce pas? C'est compliqué. La facilité eût été de dire 3 mois d'emprisonnement ferme. Et vous concernant vous sur votre chemin, est-ce que vous vous attendiez ou est-ce que vous saviez que de telles choses pouvaient arriver dans la justice? Oui, bien sûr, mais j'y crois, j'y croyais, j'y crois encore, mais je crois trop fermement aux valeurs de la justice, aux valeurs républicaines, aux valeurs d'égalité, voilà, pour m'imprégner du côté péjoratif de cela. Hein. Et puis bon, je n'ai pas fait une carrière mirobolante, hein. Vous le payez aussi pour ça. Mais enfin, mes 10 dernières années, ce fut 10 dernières années de reconnaissance a posteriori. Mais vous savez, Albert Lévy, moi sur mon chemin, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu ce type de cabale et on a l'impression que c'est pas une affaire de justice, c'est une affaire d'hommes qui instrumentalisent la justice et que là où l'homme utilise mal le pouvoir ou utilise le pouvoir d'une manière politique ou pathologique, eh bien le pire peut arriver. Donc, bien sûr. Quand on voit votre histoire et puis d'autres histoires encore, quels garde-fous peuvent être mis dans notre société pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce que nous, on peut faire en fait pour que ça n'arrive plus? Je dis qu'il nous reste une chose essentielle pour éviter de tomber dans l'instrumentalisation et la raison d'état judiciaire, pour faire simple, c'est la pensée, la parole et l'écriture. Alors certes, on peut ne pas être écouté et entendu comme il se doit, mais c'est quelque chose d'important. La preuve, c'est qu'aujourd'hui,
vous prenez le soin de m'écouter. Donc, oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais peut-être qu'on y parviendra si un jour on modifie le statut de la justice. On a eu tellement de rendez-vous manqués à gauche comme à droite, où on pouvait rétablir l'indépendance du parquet, on pouvait rétablir dans le droit fil de la préservation des libertés. Hein, attention, l'indépendance. Hein, c'est pas l'indépendance pour mettre en prison tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Cette indépendance qui vous permet de rendre une justice égale pour tous, pour les nantis du crime comme pour ceux qui rencontrent la délinquance sans l'avoir foncièrement recherchée. Vous parliez de notion d'égalité. Oui. Cette notion finalement que l'on peut trouver dans les tribunaux d'aujourd'hui, que moi parfois je vois, parce que nous assistons parfois aux audiences, parfois on peut voir, en tout cas dans les propos, une forme d'islamophobie. Il y a aussi parfois de l'antisémitisme. Pour moi, psychologue, l'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux facettes d'une même pièce. Et puis vous avez fait une déclaration où vous disiez que vous avez été victime d'antisémitisme et donc de manœuvres politiques. Je n'ai jamais mis en étendard l'antisémitisme dont j'ai pu être l'objet, parce que je ne m'en plaindrai jamais. C'est quelque chose, l'antisémitisme, lorsqu'on le reçoit, quelque chose de personnel. Il y a l'humain qui est derrière, qui peut s'exprimer pour combattre tous les intégrismes, y compris l'antisémitisme, sans en faire, comment dirais-je, sans en faire un cheval de bataille. Alors c'est sûr, je combats le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, tout ce qui est imprégné d'intolérance. Ça, je le combats. Mais je ne revendiquerai jamais l'antisémitisme dont j'ai pu être l'objet comme quelque chose justifiant ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense. Et d'ailleurs, je reprendrai une phrase d'un homme remarquable, c'était Marc Bloch, qui disait ceci: « Je ne revendique jamais ma judaïté, sauf face aux antisémites, c'est tout. Le reste, c'est quelque chose de personnel. » Et est-ce que vous pensez qu'on est tous égaux face à la justice? Forcément pas. Forcément pas. Parce que tout dépend de la façon dont vous vous exprimerez devant un juge. Tout dépend de la façon dont vous saurez vous défendre. Tout dépend des moyens que vous pourrez y déployer. Donc, forcément pas, il n'y a pas d'égalité dans la justice. Mais ce qui compte avant tout, c'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des droits. Et on est là pour préserver l'égalité des droits lorsqu'on est juge. Et on doit veiller à ça. Est-ce que je réponds à votre question là? Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas égaux ni devant la maladie, ni devant la justice, ni devant le système judiciaire, en tout cas tel qu'il est organisé aujourd'hui, et encore moins aujourd'hui qu'hier, et peut-être moins que demain. Et aujourd'hui que vous avez 69 ans, vous êtes à l'aube d'une nouvelle décennie, quel regard vous avez quand vous regardez derrière vous sur tout votre parcours? Je regarde, je vois ce que j'ai pu faire modestement, et ce que je n'ai pas pu faire, et ce que je ne ferai jamais. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance judiciaire dans ce pays. Voilà.
il y a une souffrance judiciaire terrifiante. On ne s'imagine pas entre les personnes qui ne peuvent pas accéder à la justice parce qu'ils n'ont pas le net, parce qu'ils ne savent pas écrire, parce qu'ils ne sont pas égaux face à la culture, face à l'argent. Voilà, donc il y a des choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas pu faire face à ces injustices-là, j'allais dire sociales déjà. L'injustice frappe d'abord les gens qui sont en proie à l'injustice sociale. Elle les frappe durement. Lorsque vous êtes un homme politique et que le hasard, l'exception a voulu que vous soyez jugé et condamné, l'homme politique a encore les ressources de dire qu'il est innocent, alors que celui qui est frappé par l'injustice sociale d'abord, il n'aura aucune ressource pour dire qu'il l'est. Aucune. Et quand vous regardez devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est pour vous la suite du parcours dans cette société par rapport à votre vocation dans la justice? Faire ce que j'ai toujours fait modestement et avec humilité, ce que je fais avec vous ce soir. Je ne connais pas l'audience de votre podcast, mais c'est une petite pierre et on avance doucement. Alors, votre image des petites pierres me parle beaucoup. C'est aussi comme la question des gouttes d'eau dans l'océan. Effectivement, vous colorez l'océan quand vous prenez parole. Et là, vous êtes en train de transmettre. Et moi, en tant que psychologue, je trouve que c'est une transmission très importante. Je voudrais que nous revenions un peu sur votre enfance, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir où s'est construit les premiers regards d'une vie. Quelles ont été, vous, dans votre vie, votre première expérience de la justice ou de l'injustice? J'étais à la... Je ne sais pas si c'était à la maternelle ou à l'école primaire, oui. Où il y avait une maîtresse, une institutrice qui n'aimait pas trop mon nom, je pense. Et c'est vrai aussi que lorsque j'étais tout petit, et je suis toujours pas petit, mais maladroit. J'étais très maladroit. Et j'avais pour vocation, si je puis dire, de renverser toujours les pots de peinture sur les grands ouvrages qu'on faisait au sol. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On mettait des feuilles les unes à côté des autres et on était une dizaine de petits gamins à peindre et à dessiner. Et je renversais systématiquement mon pot de peinture. C'est pas que je le faisais exprès, mais j'étais maladroit. Voilà. Et jusqu'au jour où cette institutrice m'a attaché les mains et sur mon siège, vous savez, ces tables en bois qu'il y avait à l'époque, on avait des blouses, et puis qui m'a laissé toute la matinée attachée comme ça, avec les mains liées. Voilà. C'était la première injustice que j'ai eu à supporter. Bon. Je ne l'ai jamais dit à mes parents, ou tard, je l'ai dit très très tard à mes parents. Vous savez pourquoi vous l'avez dit tard à vos parents? Parce que j'avais honte. J'avais honte d'avoir renversé ce pot de peinture qui avait généré le courroux de mon maître, je pense. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est vraiment la première injustice. Oh, j'ai pas eu mal aux mains, hein. C'était une petite ficelle, j'aurais peut-être pu me détacher, mais j'étais attaché, j'étais lié. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Et est-ce que vous avez eu des modèles d'inspiration ou des figures d'identification dans votre enfance ou un peu plus tard qui vous ont aussi amené sur le chemin du droit et de la justice? Oh, c'était
c'était les grands avocats. Les grands avocats, en particulier Émile Polack, avec lequel j'ai eu la chance de travailler quelques mois lorsque j'étais au barreau à Marseille, avant son décès. C'était un grand privilège pour moi. Un avocat qui consacrait son avocature à plaider, à défendre. C'était un homme qui n'écrivait pas. C'était un homme de langage, un homme de mots, un homme du verbe. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai d'autres références aujourd'hui, et notamment une référence qui n'échappera plus de mon esprit, c'est Henri Leclerc, qui m'a défendu dans cette histoire judiciaire qui a duré 10 ans. Voilà. Dans sa manière de vous défendre, qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que peut-être ça vous a appris? Qu'est-ce que vous en gardez? Le réconfort d'un homme, d'un humain, d'un vrai homme humain. L'humanité d'Henri Leclerc, l'humanité profonde de cet homme. Il a su me redonner confiance en la justice, ouais. En la justice telle qu'elle pouvait être rendue. Et j'avoue que j'avais des doutes, mais la façon dont les choses avaient été ficelées au départ, avec de faux rapports, surtout le faux rapport de la DCRG, la Direction centrale des renseignements généraux. Et voilà. Et donc, il a su me redonner confiance. Et puis bon, j'ai côtoyé pendant ces 10 années un homme exceptionnel, Henri Leclerc. Henri Leclerc. Et par rapport à ce que vous venez d'évoquer, donc vous avez été blanchi, mais est-ce que ceux qui ont monté cette cabale contre vous ont, eux, du coup, dû faire face à la justice? Non. 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 Ils se sont tus. Ils se sont tous tus. Et comment on l'explique ça finalement, que vous pouvez être blanchi, mais que ceux qui vous ont causé ce tort sur une dizaine d'années Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas cherché à vouloir remuer le couteau dans la plaie des uns et des autres, d'ouvrir une information judiciaire ou que sais-je, une enquête, pour savoir ce qui s'était passé. Voilà, c'était ainsi. Et ça se passe encore aujourd'hui où je vous parle, ces choses-là. C'est-à-dire, de quelle manière ça se passe encore? Les injustices, les instrumentalisations, il y en a plein. Mais je sais, c'est extrêmement choquant. Et nous qui maintenant essayons d'œuvrer, comme vous disiez, de petites pierres, goutte d'eau en goutte d'eau, qui essayons d'œuvrer, on a l'impression qu'on ouvre une porte et en fait on est finalement de porte en porte, on arrive sur un très grand chaos avec des personnes qui, quand elles sont prises dans l'étau d'une justice qui n'est pas juste et puis surtout qui est parfois très politisée. Eh bien, on a un grand sentiment d'impuissance. Donc, effectivement, quand je vous entends, je me dis, mais est-ce que finalement, au bout du compte, on peut quand même arriver à ce que la justice se rende, puisque pour être réparé, on le sait, il faut quand même que les choses soient dites. Il faut penser à tous ces gens qu'on arrive à sauver et dont le sauvetage judiciaire, j'allais dire, est légitime. C'est tout. Il faut être humble pour tout. La vérité judiciaire, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une confrontation douce ou moins douce entre les certitudes, les doutes, entre les pressions, les intimidations, les instrumentalisations. C'est un bulldozer, la justice. C'est un bulldozer, la justice. Quand elle commence, elle a du mal à s'arrêter. C'est un bulldozer. Face à ce bulldozer, au-delà de notre métaphore de la petite pierre et de la goutte d'eau, est-ce que vous croyez en quelque chose, peut-être qui nous donne espoir et qui permette d'être peut-être un contre-bulldozer ou de faire un peu contre-pouvoir par rapport à...
Je crois aux hommes et aux femmes qui sont acteurs de justice. Euh, tout d'un coup, là, je pense à Maître Mécari, une grande femme de justice, je pense. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je sais ce qu'elle fait. Et c'est une résistante. Et voilà, il y a des gens comme ça encore. Il y a des gens comme ça encore. Et il y a des gens au parquet qui résistent. Et il y a des gens au siège qui résistent, même s'ils sont peu nombreux. En fait, le mot résistance est important. Il faut de la résistance. Oui, Et peut-être avoir conscience qu'il y a des luttes qui se mènent bien sûr. parfois dans une très grande non-transparence et qu'en fait, on doit faire partie de cette lutte Oui, si on ne veut pas être les témoins, parfois témoins silencieux du pire dans notre société. oui, Est-ce que vous pensez que juger les hommes transforme l'être? bien sûr. Bien sûr, soit elle vous raffermit, elle vous raffermit. Juger les êtres, ça vous raffermit tant dans vos torts que dans vos, 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 vos capacités, vos qualités, vos défauts. Ça vous raffermit. Mais c'est sûr que si vous avez plus de défauts à ne pas respecter les libertés, c'est ça l'indépendance. Je n'aurai de cesse de le répéter. À respecter les libertés, vous affermirez, la justice ne s'affermira que dans ses travers les plus retors. Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que vous, juger les hommes, vous a donné un autre rapport au monde? Est-ce que ça vous a rendu plus peut-être conscient de la lumière, plus conscience de l'obscur? De quelle manière juger les hommes vous a Ça transformé? m'a rendu encore plus modeste, modeste, humble, humble. On n'est rien. Les juges ne sont rien. Rien d'autre que, j'allais dire, des facilitateurs de vie sociale en rendant la justice. On ne refera pas le monde. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs en fonction de juge? Oh ben, les plus beaux souvenirs, je les ai à l'instance. Je les ai eus à l'instance, comme juge d'instance. Lorsque vous maintenez dans les lieux loués un couple avec des enfants qui n'arrivent plus à payer leur loyer, vous leur dites vous allez pouvoir rester 1 an. Lorsque dans les lieux, vous ne dormirez plus dans votre voiture. Lorsque vous permettez à ces gens dont on a créé, on a fabriqué la dette sociale, la dette, vous voyez ce que je veux dire, Oui. qui emprunte sans arrêt, que vous leur dites, bon, ben, vous ne paierez pas pendant 6 mois, 1 an, et que vous voyez dans leurs yeux un remerciement en disant, merci, vous nous sauvez, vous nous sauvez. Voilà les souvenirs que j'ai. L'instance, c'est le plus beau métier de juge qu'il puisse y avoir. Mais ça a été supprimé par Madame Belloubet. Alors maintenant, il y a les juges d'instance qui sont les juges du tribunal judiciaire, puisqu'on ne dit plus tribunal de grande instance. Comme si un tribunal n'était pas un tribunal nécessairement judiciaire. Quel a été l'un de vos souvenirs les plus traumatiques? L'un de mes souvenirs les plus traumatiques, j'étais au parquet et j'avais suivi au parquet un dossier criminel pendant 1 an et demi. Et je me suis retrouvé aux assises du Var, à Draguignan, pour soutenir l'accusation dans ce crime. Et au fur et à mesure des débats, je me suis aperçu, j'ai été convaincu que l'homme qu'on jugeait était innocent. Et j'ai requis une application bienveillante de la loi. Ça a tout de suite été compris. Et ça a permis à la Cour d'acquitter cet homme-là. Et ça a été un traumatisme parce que pendant 1 an, ce gars-là, cette personne, ce justiciable a été détenu.
Voilà. Alors que j'ai été convaincu ensuite, à tort peut-être, ou à raison, qu'il était innocent. C'était un traumatisme pour moi, de savoir un homme, de pouvoir penser qu'un homme innocent était resté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et quand on commence à s'intéresser à la justice, on voit beaucoup d'histoires de détention provisoire où finalement il y a des personnes qui n'ont rien à faire en prison et qui y sont, parfois qui sont détruits par l'incarcération. Et moi, de ma place extérieure de ce système et de ma place de psychologue, j'ai effectivement parfois l'impression que dans ce système qui déshumanise, qui parle de numéros, de dossiers, de numéros d'écrou, on peut effectivement passer à côté de la vérité d'un dossier. Et puis, nous avons aussi eu un entretien, une vidéo avec un juge qui nous parlait de parfois certains dossiers qui sont vides de preuves et puis qui montent quand même de certitude en certitude, en fausse certitude, ils montent et on se retrouve finalement avec des dossiers vides, mais avec quand même des personnes qui vont devoir faire face à la justice alors qu'ils sont innocents. Quel regard vous avez sur mes propos et qu'est-ce que vous en pensez? Le regard, c'est toujours de dire la détention provisoire, en tout cas, est l'exception face à la liberté. Et c'est avec parcimonie que l'on doit manier la détention provisoire. C'est évident, c'est évident. J'ai été juge d'instruction pendant une dizaine d'années à Lyon. Je vous dis, même plus. Et après plusieurs années dans le grand banditisme, même à ce niveau-là, je n'avais pas, comme on dit, un tableau de détention important. C'est-à-dire que, bon, moi, ce qui m'importait, c'était que soient mis hors d'état de nuire les têtes de pont des trafics d'êtres humains ou de meurtres ou d'assassinats. C'était tout. Mais les autres, bon, la détention doit rester l'exception. Il y a tellement de monde qui devrait être, d'après certains, en détention et qui ne le sont point. Je pense aux nantis du crime, toujours. Je pense pas aux pauvres. Même aux récidivistes qui ont cambriolé, etc., et qui se tapent des 3 ans, 4 ans de prison. Je pense à tous ceux qui sont corrompus, qui utilisent les deniers publics pour se servir des valeurs de la République plutôt que de la servir. Voilà, je pense à ces gens-là qui sont en liberté. Je ne veux pas qu'ils soient en prison, mais force est de constater que eux, ils vont pratiquement jamais. Et comment on peut expliquer aujourd'hui cette espèce de détention provisoire que l'on sent de plus en plus la norme, alors que comme vous le disiez, ça devrait rester... facilité. Oui. C'est la facilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plus facile de motiver une détention provisoire. Vous avez des cas particuliers, il suffit c'est pas de remplir des cases, mais enfin un peu de motivation, puis vous mettez quelqu'un en détention. Je veux pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile souvent face à la pression de la police, des enquêteurs, du parquet, ou de savoir que le parquet doit rendre des comptes aussi au ministère de la Justice. Il faut le savoir sur certaines affaires. C'est plus facile de mettre en détention souvent que de mettre en liberté. Parce que là, il faut la motiver, la liberté. Mais alors, est-ce qu'être juge n'est pas aussi une affaire de résistance et de courage? Est-ce que pour être un juge... Oui. Je ne sais pas. Moi, je ne dis pas courage. Je ne pense pas être courageux en faisant en sorte que la préservation des libertés soit respectée. Mais par contre, c'est de la résistance. Et la résistance, vous la payez souvent fort cher. Combien de collègues qui se frottent à l'institution judiciaire pour résister justement au mensonge ou à l'instrumentalisation ont des ennuis. Combien de collègues? Beaucoup, beaucoup. Et c'est inacceptable. C'est pour ça que moi, je parlerai quand même de courage, parce que pour affronter 10 ans d'injustice,
tout en sachant de l'intérieur ce qui s'est passé, déjà, il faut être courageux, avoir beaucoup de confiance en l'être humain pour ne pas tomber dans le ressenti, la colère ou finalement une espèce de fatalisme. Et quand on vous parle, on sent quand même que vous gardez espoir en l'homme. Alors, je vais peut-être vous poser cette question. Est-ce que vous gardez espoir en l'homme? Oui, oui, je crois en l'homme. Avec l'âge, je deviens misanthrope, mais je crois en l'homme, en sa capacité de réagir, de résister, de faire en sorte que l'axe de son comportement soit de préserver toujours les libertés, que ce soit à l'hôpital, dans un palais de justice. Voilà, la contrainte doit nous échapper, doit plus être un module de réflexion, j'allais dire, impératif. Ni la contrainte, ni la contention, la liberté, toujours la liberté. Je ne suis pas naïf en disant ça. Il y a tellement de gens qui souffrent du manque de liberté pour rien. Et si vous aviez une transmission ou un enseignement à donner à ceux qui nous écoutent, que ce soit les citoyens, les justiciables, les avocats, les magistrats, les psychologues, qu'est-ce que vous pourriez enseigner ou nous transmettre de votre regard et de votre vécu? Le sens de la peine, à tout point de vue. Garder le cap sur le sens de la peine, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit. La peine est une sanction. La peine est génératrice de souffrance. Donc, garder ce cap dans toutes les décisions qu'un juge doit rendre, avoir toujours le sens de la mesure et de la peine, dans le droit fil du respect des libertés. Oui, je crois que c'est ça le message. La liberté est trop précieuse pour passer outre la mesure du sens de la peine. On doit être conscient de la souffrance que la peine génère. Et par rapport à cette notion de résistance dont vous parlez aussi, qui me semble être aussi centrale dans tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pourriez transmettre de ce côté-là, du côté de la résistance pour nos libertés ou de la résistance tout simplement? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? On bascule tellement vite dans l'autoritarisme qu'on ne peut pas ne pas résister dans une vie, de quelque vie que ce soit. On ne peut pas ne pas résister dans une vie de quelque individu que ce soit. La résistance à l'autoritarisme, à la barbarie, à tout ce qui est susceptible de se dessiner et pas qu'ailleurs. Voilà. Résister, toujours résister. Résister, c'est créer. C'est créer. Voilà. Et par rapport à tous ceux qui vivent, justement, vous disiez, et ça se passe encore maintenant, tous ceux qui vivent l'injustice, qui sont coincés depuis des années dans des affaires qui ont été construites contre toutes ces questions, parfois politiques, parfois ça vient d'ailleurs. Là aussi, est-ce que vous avez un message ou quelque chose à transmettre, un enseignement pour traverser ça, mais aussi pour pouvoir se positionner par rapport à ce type de situation? Résistance, courage et entourage. Ceux qui souffrent de l'injustice. Albert Lévy, on arrive aux 3 dernières questions qui sont aussi rituelles de nos entretiens, que je vais vous poser à présent. Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur les hommes? Ses faiblesses, ses forces. Voilà, c'est ce qu'on apprend après une vie de travail, une vie personnelle. C'est un conglomérat de forces et de faiblesses. On est confronté à beaucoup de faiblesses, plus de faiblesses que de forces. Mais lorsque la force vous vient, elle vous permet de soulever les montagnes. Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur votre pays? Que ce n'est pas un pays parfait, mais que je suis heureux d'y vivre. Et qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous? Difficile à dire.
de l'humilité, toujours de l'humilité. Je dois être humble. Voilà. On ne peut pas sortir de cette humilité. Pas d'arrogance, pas de condescendance, pas de mépris. Voilà ce que j'ai appris. Pourtant, quelquefois, j'aimerais être arrogant, condescendant, méprisant. J'évite, j'essaye. Quelquefois difficile. Merci beaucoup Albert Lévy pour cet entretien qui est fort de transmission, qui redonne aussi confiance en la justice, qui redonne confiance et humanité à ceux qui rendent justice, et puis au-delà de ça, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue éthique, c'est un très bel entretien qui nous a apporté et que nous sommes vraiment heureux de pouvoir diffuser. Nous pensons que votre voix est importante à diffuser. Donc un grand merci. C'est moi qui vous remercie.